On va se poser une question cette semaine. Est-ce que le ministère des Forêts du Québec devrait pas plutôt s'appeler le ministère de l'Industrie forestière? On est là pour l'industrie qui dit « fais ça, donne-moi ça, change ça ». Les lobbies industriels sont extrêmement puissants. Une gestion déficiente qui ne protège ni la forêt ni l'argent des Québécois. C'est celui qui coupe l'arbre qui décide combien il va payer au gouvernement. C'est comme tu viens de donner un chèque en blanc, là, pratiquement, là. Des lanceurs d'alerte qui connaissent de l'intérieur le ministère de la Forêt ont accepté de nous parler et ce qu'ils vont révéler va donner de nouveaux arguments à ceux qui demandent une enquête publique sur la gestion de la forêt. Il n'y a pas de contrepartie civile pour contester leurs décisions. Alors, c'est comme un État dans un État. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Les forêts québécoises, qui recouvrent la moitié de la province, sont une de nos plus belles cartes postales. Nous sommes propriétaires collectivement de cette richesse. 92 % des forêts sont publiques. La gestion des coupes forestières suscite donc de vives tensions. Quand on prend des extrémistes qui se permettent de dire « ben nous, l'exploitation forestière, ça n'a pas de bon sens. La forêt, on est en train de détruire la forêt. Au Québec, on est loin de là. » D'un côté, l'industrie et les municipalités forestières défendent une économie qui roule littéralement sur le bois et qui génère 60 000 emplois. Au Québec, on dirait qu'on ne peut pas refuser des coupes forestières. De l'autre, il y a de plus en plus de citoyens et d'écologistes qui veulent sauver des forêts pour leur donner d'autres vocations. Il va falloir que la société se réveille puis qu'il fasse comprendre au gouvernement que la forêt, c'est pas juste une cour à bois de compagnie. C'est bien plus que ça. Celui qui est pris entre l'arbre et l'écorce, c'est le ministère des Forêts. Mais plusieurs estiment qu'il est de mèche avec l'industrie et que sa priorité, c'est l'argent qui pousse dans les arbres. Nous voici en Haute-Mauricie, un territoire sauvage aussi grand que la Belgique. Ici, l'industrie forestière est au cœur de l'économie depuis des générations. En sillonnant les chemins forestiers, on découvre des centaines de tronçons à gauche et à droite qui mènent à d'anciens chantiers de bûcherons ou à des secteurs en opération. On est arrivé complètement au début du développement de la région ici. Il n'y avait pas les routes qu'on a aujourd'hui, là. Le chemin ici, là, il faisait à peu près 7-8 km, puis c'était fini, là, il n'y avait plus de chemin. Puis c'était pas large comme ça, là, on rencontrait pas deux pick-up. Chantal et Jean-Marc se sont installés au milieu de cette forêt près du réservoir Gouin il y a plus de 15 ans. Depuis, le paysage a bien changé. Quand les compagnies forestières ont commencé à boucher, ils ont commencé à produire des chemins. Ça s'est développé avec les années. Et avec les coupes de bois qu'ils ont faites, il fallait qu'ils fassent des routes principales comme d'ici à Sainte-Terre. Après ça, pour faire les coupes de bois, ils ont fait des chemins de pénétration. Ça a beaucoup bougé, puis il y a eu beaucoup de chemins de fait. Quand je m'en vais, mettons, là, faire un petit 5 minutes, là, je ne me reconnais même pas. Ils ont laissé derrière leur Joliette natale pour mettre sur pied une petite cantine à 300 km de La Tuque. La patate, là, ça, c'est la première. Mais elle était en avant du terrain, du parking. Puis en haut de la côte, ici, il y avait l'acheteur de bleuets. Fait que tout le monde, il allait vendre leur bleuets là. Moi, je faisais de la poutine. Leur casse-croûte est devenue l'auberge La Patate du Gouin, qui se trouve à la croisée des chemins forestiers qui mènent en Abitibi, en Mauricie, dans le nord du Québec et au lac Saint-Jean. Toi, tu veux-tu des Tylenol, quelque chose, mon bec? Oui. Ouais, ben toi, bouge pas, parce que ça va faire mal. Ouais, là, je peux rien faire, je peux te mettre une écharpe comme elle. Parce que c'est sûr qu'ils vont te la replacer, eux autres, mais moi, je touche pas. Comme ils sont loin de tous les services, Chantal et Jean-Marc sont devenus les anges gardiens du secteur. Elles soignent les blessés dans les cas d'urgence et ils assistent les gens qui ont des pépins sur la route.
Ce sont eux d'ailleurs qui nous ont aidés à retrouver notre chemin quand on s'est perdu pendant des heures dans ce labyrinthe sans fin, sans signal GPS ni réseau cellulaire. On a presque manqué d'essence. On est comme une famille. Une petite famille autre part. À milieu de passe, si tu veux. Ce couple a vu pousser les kilomètres de chemins forestiers. Il y en a maintenant plus de 30 000 en Haute-Mauricie. Le problème, c'est que cette prolifération est la pointe de l'iceberg d'une déforestation à plus grande échelle qui a des conséquences environnementales et économiques. C'est très important. Hein? On dit au Québec, il n'y a pas de déforestation, le territoire est stable. Mais ce qu'on a qui peut, je dirais, s'apparenter à la gravité ou à ce type de défi-là, c'est le morcellement du territoire. Et tenez-vous bien, le Québec compte désormais 468 000 kilomètres de chemins forestiers. Oui, 468 000 kilomètres qui sont là pour rester. C'est l'équivalent de 10 fois et demi le tour de la planète Terre. Des chiffres qui préoccupent l'ex-forestier en chef du Québec, Gérard Sarraz. Traditionnellement, les chemins forestiers, c'est l'industrie qui les avait ouverts pour aller récolter. Et là, dans bien des cas, on est rendu au bout. Le tapis a été déroulé, on est arrivé au bout. Il faut revenir où on était. C'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt parce que l'impact des chemins est souvent plus important que les coupes forestières. Et pour l'industrie, ça représente une perte. Ces milliers de kilomètres ne pourront être récoltés dans le futur. Si on imagine qu'on construise une route, il faut le compacter. On ne veut pas un camion qui est chargé de bois qui pèse je ne sais pas combien de tonnes s'effondrer. Par la suite, il n'y a rien qui pousse dedans. Ce déboisement quasi irréversible est le résultat du système forestier en place. Pendant que les heureux, les riches et les rois... Après des décennies d'exploitation forestière, le documentaire de Richard Desjardins, L'erreur boréale, a provoqué une onde de choc au tournant du millénaire en montrant la déforestation du Québec et les coupes à blanc au grand écran. Puis là, je me suis aperçu qu'il y avait une grande distorsion entre le discours officiel forestier des compagnies et du gouvernement. Et ce que je voyais, moi, en petit avion à 2-3 000 pieds dans les airs, il y avait une distorsion qui me paraît absolument incroyable. S'en est suivi la commission Coulombe, puis une refonte complète du régime forestier pour aménager les forêts durablement. Le gouvernement a pris le contrôle de toute la planification forestière qui relevait auparavant de l'industrie et il a réduit la taille des chantiers de manière draconienne pour satisfaire l'opinion publique. C'est toujours intéressant de penser que nos bonnes intentions nous amènent à l'enfer. En fait, en misant sur des petites coupes en mosaïque et des coupes partielles, le nombre de routes forestières a explosé et les abatteuses doivent y retourner plus souvent. Sur le territoire de la Tuque, le nombre de chantiers a été multiplié par 25 pour éviter d'énormes coupes à blanc. Si tu as 75 secteurs de coupe plutôt qu'en avoir 3, bien, tu passes ton temps à te déplacer pour récolter ou avoir des petites assiettes de coupe. Donc, c'est pas profitable. Visuellement, c'est moins dérangeant, mais on a besoin d'un réseau routier qui est beaucoup plus développé pour accéder à tous ces endroits. Pourtant, il y a 15 ans, le professeur Daniel Nisha avait sonné l'alarme sur les impacts du développement anarchique de la voirie forestière au Québec. Il se construisait alors entre 4 et 5 000 kilomètres par année. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. La récolte forestière est beaucoup plus morcelée dans le territoire forestier au Québec. Donc, ça nous amène à être obligés de faire plus de chemins forestiers pour le transport et l'accès à la ressource. C'est loin de faire le bonheur de la coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice qui peine à être rentable. Ces entrepreneurs reçoivent le même prix par mètre cube de bois coupé qu'il y a 20 ans. Il y a la consommation de plus grande en diesel de toutes les machines aussi. Tous les équipements lourds, ça nous en prend de plus en plus pour être capable de récolter le même nombre de mètres cubes de bois au Québec. Une grande partie de la construction de ce réseau routier est payée par les contribuables. En 2019-2020, le gouvernement a versé près de 100 millions de dollars en subventions aux compagnies forestières pour ces chemins aussi destinés aux pourvoyeurs, aux chasseurs, aux Autochtones et aux touristes.
en foresterie, on dit maintenant, on ne fait plus des chemins forestiers, on fait des chemins multiressources. Là, les gens se disent, bien, ça veut dire que c'est que tout le monde peut l'utiliser. C'est vrai. Mais la réalité, tous ces chemins-là sont faits pour l'industrie en premier. Écologiste de la première heure en Abitibi, Henri Jacob croit que les compagnies devraient assumer seules les coûts de ces chemins. Selon lui, ce sont des subventions déguisées. Ils sont faits dans le but d'exploiter la forêt. Et pourquoi qu'on change ce vocabulaire-là? Dans ce cas ici, c'est assez simple. C'est qu'on sait qu'aux États-Unis, dans les échanges commerciaux, si le gouvernement dirait « j'ai subventionné les chemins des forestières », il y aurait des compensations à donner. Outre les enjeux politiques et économiques, il reste que la construction effrénée des chemins a un impact sur la biodiversité et les espèces en péril. Un territoire quadrillé facilite l'accès aux prédateurs. Comme pour le caribou, les chemins, c'est la voie d'accès pour les loups, les ours. C'est très important de maintenir ces territoires sauvages. Combien d'autres espèces est-ce qu'on va chasser de leur territoire à cause d'un développement sans planification? Contrairement à l'Ontario et aux États-Unis qui ont encadré la construction de chemins forestiers, le Québec tarde à le faire. En 2004, le rapport Coulombe concluait qu'il restait environ 15 % de forêts boréales vierges dans la province, justement parce qu'il n'y avait pas d'accès terrestre. Impossible de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Le ministère des Forêts répond qu'il ne comptabilise pas ces superficies parce que la commission Coulombe n'a pas établi les critères d'une forêt vierge. Après la pause, une lanceuse d'alerte nous dit comment ça se passe vraiment à l'intérieur du ministère des Forêts. On tourne les coins ronds, c'est garoché, il y a tellement d'improvisation. Parmi les critiques de la gestion forestière au Québec, il y a des militants qui pensent que le ministère est à la solde de l'industrie forestière. Mais à l'intérieur même du ministère, il y a des gens qui savent comment ça se passe. Et on a convaincu une fonctionnaire de témoigner. La région de la Mauricie a été témoin de l'âge d'or de l'industrie forestière. Il y a quelques décennies, des centaines de bûcherons arrivaient par train à Clova pour se rendre dans les camps forestiers. Les premières papetières ont commencé ici. On a commencé à exploiter le bois dès 1850 ici en Mauricie pour fournir l'Angleterre les grands mâts de bateaux, les grands pins blancs qui sont inexistants pratiquement à l'heure actuelle. Le biologiste de conservation Pierre-Olivier Boudreau s'intéresse à la foresterie depuis des années. C'est une industrie qui est en déclin. Les emplois ont fondu, les usines ont fermé. Cette décroissance est manifeste à Clova. La gare centenaire et patrimoniale trône toujours au cœur de l'ancien village, mais il ne reste qu'une douzaine d'habitants. C'est-à-dire qu'on investit massivement au Québec pour un peu mettre cette industrie-là quand même sur le respirateur artificiel. Ça pose des questions. Dans sa région, la façon dont le ministère des Forêts gère nos ressources est loin de faire consensus. C'est des choses qu'on voit au sein de ce ministère-là qui montrent un peu que c'est difficile d'intégrer les autres vocations de la forêt. Je peux penser au récréotourisme, mais aussi à la protection de la biodiversité et la protection de la faune. C'est certain qu'on aimerait avoir, peut-être, de ne pas voir, je vous dirais, le travail de silo des gouvernements. C'est centralisé à Québec. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est qu'on ait ces bureaux-là ici. Ailleurs au Québec aussi, les critiques fusent de toutes parts. Une affaire que je sais aussi, c'est que la forêt est publique. Ça, c'est une affaire bien rare au monde. On est chanceux. Celui qui est parti en croisade pour sauver nos forêts il y a 2 décennies a repris la plume avec son acolyte Henri Jacob, cette fois pour dénoncer le ministère. Là, actuellement, une forêt, c'est de la ressource ligneuse à abattre. C'est comme ça que c'est perçu par le gouvernement, par le ministère, par son bunker de hauts fonctionnaires qui dirige tout. Il y a d'autres intérêts que la forêt. Elle a d'autres vertus. Elle a d'autres beautés. Elle a d'autres richesses. Mais on est là, puis on n'a aucun pouvoir. On peut pas forcer à ce que ces dimensions-là apparaissent aussi dans la pratique. Selon l'artiste, plus ça change, plus c'est pareil. Le ministère, lui, est toujours resté
dans son tunnel où est-ce qu'il considère son mandat comme c'est d'accorder le plus de bois possible aux compagnies qui sont majoritairement, les grosses compagnies, sont rendues américaines. Des sources au sein du ministère des Forêts nous confirment comment ça se passe. On est toujours en train d'éteindre des feux. Toutes les commandes qu'on reçoit au bas de l'échelle se concentrent sur la façon qu'on doit servir l'industrie. Cette source, comme d'autres dans ce reportage, a accepté de nous parler sous le sceau de la confidentialité. Au sein du ministère, bien des fonctionnaires ont à cœur l'avenir des forêts, mais c'est l'omerta. Difficile de remettre le système en cause. Certains protestent à leur façon. En fait, il y a plusieurs ingénieurs qui refusent d'apposer leur signature professionnelle sur les documents parce que le travail est bâclé. On tourne les coins ronds, c'est garoché, il y a tellement d'improvisation. Même quand les entreprises ne prennent pas les normes environnementales au sérieux, son travail consiste à leur obtenir des dérogations pour que les coupes forestières se poursuivent en protégeant le mieux possible les écosystèmes. En fait, on est là pour l'industrie qui dit « fais ça, donne-moi ça, change ça », parce que c'est trop rigide. Ce qui est sur papier, qui vient de Québec, c'est pas la réalité du terrain. Cette fonctionnaire n'est pas seule à vivre ses frustrations. La grogne est tellement forte que l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a demandé une enquête sur la pratique de ses membres pour savoir ce qui ne tourne pas rond. Les malaises qui nous étaient rapportés étaient ponctuels. Avec l'enquête, on a voulu savoir si c'était généralisé. Ingérence politique, commandes décousues, lourdeur administrative, manque d'imputabilité, surcharge de travail, pression de l'industrie et décisions qui émanent du bureau du sous-ministre sans consultation des régions où se font les coupes forestières. Les ingénieurs forestiers en ont gros sur le cœur. C'est préoccupant quand on entend ça. Définitivement, le gouvernement doit prendre acte de ça. Il est le responsable de cette gestion des forêts. Il est le responsable de notre patrimoine collectif. Le ministère avait financé en partie cette enquête auprès des ingénieurs forestiers, mais il a fait retirer son nom du rapport en voyant les conclusions. Le reboisement est un autre dossier épineux que le ministère traîne comme un boulet. On peut bûcher plus parce qu'on dit que les travaux sylvicoles qu'on effectue vont donner des meilleures forêts dans 30-40 ans, tout ça. Mais ça, c'est complètement hypothétique. On n'a pas aujourd'hui de portrait des résultats de notre sylviculture depuis 30, 40, 50 ans. Dans ses rapports en 2002 et en 2017, le vérificateur général du Québec a critiqué le manque de suivi des plantations d'arbres et parlait de leur succès mitigé. Notre source au ministère confirme que le reboisement ne se fait pas toujours dans les règles de l'art. L'ingénieur, lui, va décider de planter un nombre d'arbres par hectare. Mais le gestionnaire, pour des raisons budgétaires, va planter moins d'arbres sur une plus grande superficie pour que ça paraisse bien. Parce qu'au final, c'est le nombre d'hectares reboisés qui compte. Le gouvernement a investi plus de 3 milliards de dollars au cours des 15 dernières années en travaux sylvicoles. Est-ce que la forêt repousse bien au Québec avec le reboisement? Pour ça, il faudrait avoir une mesure des effets qui soit solide, ce qui n'est pas le cas. À ce jour, Québec ne sait toujours pas si l'argent investi a donné les résultats escomptés. C'est peut-être à cause de ce genre de situation que le ministère des Forêts arrive 18e sur 20 au palmarès du gouvernement, le tableau de bord qui évalue la performance de ses propres ministères. Il y a plusieurs gestionnaires à Québec et en région qui sont d'une autre génération et qui gèrent ça comme avant, même si leurs connaissances ne sont pas tout à fait à jour. Ils veulent garder la mainmise sur les décisions. Ça génère une guerre de pouvoir à l'intérieur du ministère entre les forestiers traditionnels et la nouvelle garde qui a davantage la fibre écologique. L'agenda public du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et celui de son sous-ministre obtenu grâce à la loi d'accès à l'information démontrent qu'il y a une disproportion des intérêts économiques.
Notre secteur forestier, très important pour le Bel-sur-Quévillon, bénéficiera grandement des occasions générées par ce projet créateur, comme le premier ministre l'a dit, de plus de 300 emplois de qualité. Depuis son entrée en poste à la fin 2018, le ministre Pierre Dufour a rencontré des représentants de l'industrie à au moins une trentaine de reprises et des élus des municipalités forestières plus d'une dizaine de fois. Hormis une tournée de consultation sur le caribou forestier, aucune rencontre avec des groupes environnementaux ou des organismes de conservation ne figure à son agenda. Même chose pour son sous-ministre. Ils ne veulent pas rencontrer des groupes qui pensent qu'un arbre a plus de valeur debout qu'un arbre couché. C'est dans l'ADN de ce ministère-là. Bref, le ministère serait au service de l'industrie malgré la loi qui l'oblige à aménager durablement les forêts. Malgré les belles intentions du régime forestier, qu'on demeure dans un ministère qui est à vocation économique, ce qui est correct, mais le contre-pouvoir qui devrait exister avec l'environnement n'est pas là. Il ne faut plus qu'ils se considèrent comme des pourvoyeurs. Il ne faut plus qu'ils considèrent qu'une forêt, c'est une cour à bois de compagnie, c'est un réservoir de mètres cubes. C'est plus que ça, une forêt. Pour Richard Desjardins, rien ne changera tant qu'on ne prendra pas les grands moyens. Jusqu'à temps qu'il n'y aura pas vraiment une enquête sur la gestion non pas de la gestion forestière en général, comme il y a eu il y a 20 ans, mais ça prendra une enquête sur la gestion du ministère lui-même. Au retour, les consultations sur les aires protégées qualifiées par certains de bidons. Personnellement, j'ai aucunement l'impression d'avoir du poids dans la balance. On dirait que c'est plus déjà canné en amont. Vous le savez, les coupes forestières suscitent la colère un peu partout au Québec et depuis longtemps. Il y avait un certain espoir avec le projet d'aires protégées. Sauf que l'écrasante majorité de ces projets est rejetée. La richesse forestière du Québec va bien au-delà de l'industrie. Les gens profitent de la forêt pour vivre des moments de détente ou d'aventure, chasser, pêcher ou simplement profiter du paysage. Et ils sont de plus en plus nombreux à contester les coupes forestières. Sur le terrain, la colère monte envers le ministère. La forêt appartient à tout le monde dans un sens. Moi, je suis vraiment inquiet. Je trouve que la balance est vraiment débalancée en faveur des forestiers. Le résultat est que des beaux milieux comme ça, proches des centres urbains, sont sous une menace d'être dénaturés. Il s'appelle Sébastien. Il est le propriétaire de la pourvoirie Pavillon Basilière à Saint-Zénon, dans l'Anaudière. Depuis des années, il se bat pour éviter qu'une forêt centenaire soit rasée. Eux autres, ils voulaient couper tout ça ici. Oui. Ça, c'est tout ce qu'on voit là. Le ministère des Forêts a proposé aux compagnies forestières d'abattre des arbres sur les terres publiques louées à la pourvoirie. Il y a eu des consultations. Sébastien s'y est rendu pour s'opposer, mais ça n'a rien changé. Personnellement, j'ai aucunement l'impression d'avoir du poids dans la balance. On dirait que c'est plus déjà canné en amont. Pour éviter que le paysage de sa pourvoirie soit défiguré, il a développé un projet d'aire protégée il y a 7 ans. Il a déboursé des milliers de dollars en frais d'avocat pour négocier avec l'industrie. On est arrivé à une entente où les 2 tiers de la pourvoirie seraient protégés, puis 1 tiers serait réservé à vocation forestière. Le projet qui faisait l'unanimité dans sa région a été recommandé au gouvernement. La pourvoirie correspond en tout point au territoire ciblé par le ministère de l'Environnement pour fin de protection, vu qu'elle a des forêts très anciennes et matures. Sébastien a donc été stupéfait d'apprendre en décembre dernier qu'elle ne fait pas partie des nouvelles aires protégées créées par Québec. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'assiste à un consensus sur 15 intervenants de milieux différents, incluant les forestiers, pour qu'au final, ça soit balayé d'un revers de la main. Selon nos sources, c'est un bras de fer entre le ministre de l'Environnement et le ministre des Forêts qui a décidé du sort des aires protégées. Le premier voulait protéger la biodiversité, le second, les coupes forestières et les emplois. C'est le ministère des Forêts qui a gagné. Les autorités gouvernementales ont décidé que ça ne toucherait pas au volume de bois récoltable, ou très peu.
Et ce, peu importe les consensus locaux, comme pour la pourvoirie de Sébastien. Selon ce lanceur d'alerte, ce serait plutôt la menace des pertes d'emplois dans les régions forestières où la CAQ veut se faire réélire qui a pris le dessus. Les députés du gouvernement actuel sont pas beaucoup à Montréal, sont plutôt dans les régions ressources. Donc, il y a un enjeu politique. Les lobbies industriels sont extrêmement puissants. C'est pas facile non plus pour les politiciens de tenir la barre devant ces lobbies-là. 83 propositions d'aires protégées n'ont pas été retenues par le gouvernement. Québec a atteint sa cible pour préserver 17 % du territoire en 2020, mais il s'agit surtout de zones où les forêts ne sont pas exploitables par l'industrie, loin des centres urbains. On voit qu'il y a eu beaucoup de projets retenus dans la partie nordique du territoire, mais très peu dans la partie sud. Ce fonctionnaire qui a travaillé plus d'une décennie sur le dossier des aires protégées au ministère de l'Environnement avec des collègues du ministère des Forêts se sent trahi. Il a exigé l'anonymat par peur de représailles. La question de l'environnement ne fait pas le poids dans un gouvernement qui en fait pas vraiment un dossier important. Il y a de la place pour une industrie forestière encore très bonne, très importante. Mais le lobby des dernières années, ça a fait en sorte qu'on n'a plus le contrôle de nos forêts publiques. Et pourtant, plusieurs des aires protégées non retenues avaient obtenu le feu vert de fonctionnaires du ministère des Forêts. Oui, ça avait des impacts sur des forêts exploitables, mais on avait donné des avis favorables l'automne dernier. C'est surtout l'industrie que ça l'inquiétait. Les politiciens ont répondu à ces inquiétudes. Ça a été une surprise pour notre source. On peut pas ménager la chèvre et le chou tout le temps. À un moment donné, il y a des choix de société qu'il faut faire. Puis on s'attendait à ce qu'il y ait des aires protégées qui passent aux prochaines années. Québec va se fixer une nouvelle cible d'aires protégées à atteindre d'ici 2030. L'analyse des projets non sélectionnés va donc se poursuivre, mais des citoyens parlent de 2 poids, 2 mesures. Les gens sont écœurés. On a participé durant 10, 15, 20 ans, selon les critères établis par le gouvernement, pour nous faire dire en bout de ligne, bien, tu es rentré chez vous. C'est le ministère qui ordonne aux forestiers de couper telle forêt. Fait que eux, c'est clic-clac signé, c'est bon, on va raser plusieurs kilomètres carrés de forêt. Par contre, quand les citoyens veulent protéger un territoire donné, on parle de minimum 10 ans, là, des 12 travaux d'Astérix, comme on dit, là, pour qu'au final, comme on vient de se le faire faire, arriver à juste une non-réponse. D'un autre côté, l'Alliance Forêt boréale, qui représente les communautés forestières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du nord du Québec et de la Côte-Nord, se réjouit de voir que les aires protégées annoncées ne touchent pas au bois convoité par les usines. Nous, ce qu'on dit, les aires protégées, oui, mais il ne faut pas que ça ait d'impact sur les possibilités forestières. Le mandat est clair. Comme président du syndicat des travailleurs de la papetière de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier s'est battu pour la réouverture de son usine qui avait fermé en 2009. 250 familles avaient alors perdu leur gagne-pain. Aujourd'hui maire de la ville, il s'est promis de tout faire pour que ça n'arrive plus jamais et il a maintenant du poids au gouvernement avec sa coalition. Et on le voit, là, quand on interpelle, il y a une écoute. C'est sûr que ça ne fait pas tout le temps l'affaire de certaines personnes, les interventions qu'on fait, mais c'est ça notre rôle. C'est des emplois, puis c'est le développement. Là. Moi, ici, là, c'est pas compliqué. Dolbeau-Mistassini, les environs, puis une bonne partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on le sait, c'est le bois et l'aluminium. Dans ses récentes annonces, Québec n'a retenu qu'une aire protégée sur les 25 projets présentés dans sa région. Le territoire marécageux traversé par une ligne haute tension et voisin d'un ancien dépotoir avait été proposé par l'industrie. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par contre, c'est une des régions qui a le plus bas ratio d'aires protégées au Québec. Est-ce que c'est grâce à votre travail? Bien, c'est grâce, oui. Il y a une partie de nous, ça fait longtemps qu'on fait des interventions, puis moi, je pense vraiment que ça fait une différence. Il existait pourtant des secteurs au potentiel récréo-touristique international, comme le corridor de la rivière Péribonka, qui est bordé d'écosystèmes forestiers rares. Mais voilà que le ministère des Forêts y planifie des coupes forestières. La société en général était d'accord à la préserver, celle-là. Ils s'en foutent. Ce bois-là va aller aux compagnies, c'est ça. Quand il est question de coupe forestière aussi, tout le processus de concertation et de consultation mis en place dans les régions est qualifié de bidon, même par des fonctionnaires. On consulte pas les gens, on les informe. Les gens, ils sont désillusionnés du ministère. Quand on fait des recommandations, c'est bloqué par les gestionnaires dès que ça a un impact sur les coupes.
Le principe, dans le fond, c'est de ne pas accommoder les utilisateurs. Des fois, on a beau dire, on a beau expliquer, mais des fois, là, ça passe pas dans leurs oreilles. Là. Il va falloir qu'on nous écoute, parce que nous autres, on connaît ça, notre territoire. Le chef d'Obidjiwan qualifie d'exponentielles les coupes forestières sur le territoire atikamekw, mais il dit que le ministère n'est pas réceptif à ses préoccupations. Le conseil de bande n'est pourtant pas contre l'industrie. Il est copropriétaire d'une scierie qui contribue à l'économie de la communauté. Ça va vite, puis ça coupe au fond. Là. Nous autres, on est très liés à la terre. Vraiment, voir nos territoires, déforestation, tout ça, là. Ça nous fait quelque chose, là. À Saint-Zénon, Sébastien Bourgeault, lui, touche du bois en espérant que la nature sauvage qu'il vend aux clients de sa pourvoirie ne passera pas sous les abatteuses. Après la pause, est-ce que l'industrie paye vraiment le juste prix pour ce qu'elle récolte? 100, 102. Il y a toujours un écart dans presque tous les mesurages en faveur de la compagnie. Dans tout ce qu'on vous a présenté, il y a une grande préoccupation pour la conservation de la forêt, la protection de l'environnement. Mais parlons de notre portefeuille un instant. Est-ce que le gouvernement permet à certaines compagnies forestières de s'en mettre plein les poches? Lydia Petitcoué aime la nature. Les arbres sont au centre de sa vie. Elle a vu le jour à Wemotaci, l'un des territoires autochtones de la Haute-Mauricie. Wemotaci, c'était qui a vécu 2 feux de forêt. On voit des cicatrices partout. C'est s'entoure les cicatrices du feu. C'est un peu comme ça que je vois aussi qu'il faut être vraiment persévérant, résistant. Elle est une des rares Atikamekw à avoir étudié en protection du territoire faunique et en aménagement forestier. Lydia fait le pont entre 2 cultures, entre 2 langues. L'érable à sucre, irinatuk, et le boulot à papier, on dit wigos atuk. Elle incarne l'avenir de l'industrie en voulant à la fois protéger la forêt comme l'ont fait ses ancêtres et l'exploiter pour en vivre et stimuler l'économie de sa communauté. C'est chez Commonwealth Plywood à Latuc qu'elle vient de décrocher son premier emploi comme classificatrice de billes. Ici, Lydia inspecte chaque arbre coupé pour en tirer le maximum de profit. C'est un bon diamètre pour aller envoyer au sciage. Donc, cet arbre-là, ça va devenir des planches, un plancher, finalement. Oui, exactement. Les billots deviennent des planchers de bois franc, du contreplaqué, de la pâte à papier ou du bois de chauffage. C'est moins de gâchis, comme on dit. Il n'y a pas de bois qui est gaspillé nulle part, non. La compagnie veut le portrait exact du contenu de sa cour à bois. Mieux elle le fait, plus elle est rentable. Les Québécois aussi veulent en avoir pour leur argent avec les arbres coupés par l'industrie sur les terres publiques. Mais le gouvernement qui fournit le bois aux compagnies laisse ses clients mesurer eux-mêmes les volumes qu'ils achètent. C'est absolument pas normal que ce soit le client qui dit au fournisseur combien ce qu'il a pris de bois. C'est le client lui-même qui décide du montant payé au fournisseur, qui est le gouvernement. Pour s'assurer de la quantité et de la qualité du bois qui entre dans les usines, le système de mesurage que le ministère des Forêts relègue à l'industrie a 2 fonctions: établir ce que les compagnies doivent payer et connaître la capacité de production de nos forêts. Le mesurage, c'est lui qui calcule tout. C'est à partir de là que sont basés tous les chiffres, au niveau de la planification forestière, que ce soit les consommations d'usines, que ce soit les payes pour les entrepreneurs, que ce soit les redevances au gouvernement. 100, 101. Ce mesureur de l'industrie qui a œuvré dans différentes régions constate qu'au fil des ans, les Québécois ont perdu des millions de dollars avec ce système pernicieux. Les mesureurs subissent la pression des employeurs pour faire le plus grand gain de bois possible. On doit préserver son identité pour qu'il garde son emploi. Il y a toujours un écart dans presque tous les mesurages,
en faveur de la compagnie. Les écarts que vous avez vus, les plus grands, c'était de l'ordre de quoi? Ça pouvait aller facilement de l'ordre de 20 à 25 % dans les pires places. Les mesureurs vont toujours avantager la main qui les nourrisse, qui est la compagnie. Il connaît tous les trucs, toutes les failles du système. Mauvais échantillonnage, balance défectueuse, poids du bois manipulé. Plus les années passent, plus le mesurage fausse les données. Et il n'y a pas que Québec qui perd de l'argent. La paye des entrepreneurs qui coupent le bois aussi repose sur des volumes biaisés. Il y a vraiment personne au Québec qui sait combien qu'on bûche de bois. C'est des milliers de kilomètres carrés de bois qu'on a bûché que personne n'a été payé pour. Ni l'entrepreneur, ni le gouvernement. En 2004, le rapport Coulombe remettait en cause la fiabilité du système de mesurage aux mains de l'industrie. Il appelait à une augmentation de la quantité et de la rigueur des contrôles de l'État. Mais 17 ans plus tard, la situation s'est détériorée selon nos sources. Les compagnies sont rendues des professionnels pour s'avantager à même le mesurage. Puis le gouvernement, dans ça, la façon dont je le vois, a de moins en moins d'effectifs pour faire le contrôle. Puis quand ils viennent sur le terrain, pour les mesureurs, ça devient souvent prévisible. La visite du vérificateur. Le vérificateur, c'est celui qui s'assure que les Québécois reçoivent 100 % de leur dû. Joanne Laframboise était responsable des vérifications à Mauricie. Elle vient de prendre sa retraite du ministère des Forêts après 40 ans de service. Le système ne fonctionne plus. La façon là, qui était faite, ça ne fonctionne plus. Présentement, qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'il faut donner un service à la clientèle. À l'industrie. Notre clientèle, c'est l'industrie. Je n'avais plus le temps de faire ma job en tant que telle, qui était de vérifier pour être sûr que le bois était bien déclaré. Là. Ces dernières années, elle a vu fondre le nombre de vérificateurs au ministère. Québec s'en remet à la bonne foi des mesureurs embauchés par les usines et à un système informatisé. C'est comme tu viens de donner un chèque en blanc, là, pratiquement, là, tu sais. Le ministère dit on a un système qui contrôle, tu sais. Mais le système ne contrôle pas tout. Si le gars, l'opérateur, il se trompe, puis là, OK, il te met qu'il t'a embarqué du sapin, puis c'était d'épinette, ou vice-versa. Il n'y a pas personne à la balance, là. Il n'y a pas personne qui sait ça. Les arbres n'ont pas tous la même valeur. Certains coûtent 50 cents le mètre cube, alors que d'autres coûtent 50 $. Comme il y a moins de vérifications sur le terrain, le gouvernement peut donc se faire passer littéralement un sapin. Tu vas parler avec des mesureurs, tu vas parler avec d'autres vérificateurs, tout le monde dit « Écoute, ça va péter, à un moment donné, ça n'a pas d'allure. » Depuis quelques années, nos sources assistent à un relâchement des normes de mesurage en faveur de l'industrie. La population, en général, s'attend du gouvernement qui défende ses intérêts. Puis nous, sur le terrain, c'est pas vraiment ça qu'on constate. En fait, sur le terrain, les vérificateurs du gouvernement n'auraient plus de marge de manœuvre pour sanctionner les fautifs. Tu sais, quand tu dis, bien, tu montres un dossier d'enquête, qu'au bout de la ligne, il ne se rend pas plus loin, tu sais, moi, j'ai bien peur qu'à longue, le monde en montrera plus de dossier d'enquête, là. Tu as des compagnies que, oui, ils ont eu des infractions. Mais il y en a de moins en moins parce que ces enquêteurs, il n'y a plus tant que ça, des enquêteurs, tu sais. Joanne Laframboise a alerté ses supérieurs sur les brèches du système et la baisse de qualité du bois déclaré, mais ils auraient fermé les yeux. Elle croit qu'un changement s'impose. Les infrastructures devraient être gérées par le ministère aux sorties de forêt. Un coup que tu sais qu'est-ce qui est sorti de ta forêt, après ça, ben, tu le vends puis garde, tu sais, il n'y a plus de problème. Le mesureur de l'industrie a décidé de briser le silence parce qu'il s'inquiète pour l'avenir des forêts qu'il va léguer à ses petits-enfants. J'ai peur qu'on se réveille un bon matin puis qu'on leur laisse à eux une terre brûlée. Il a, lui aussi, un conseil pour le gouvernement. Il devrait faire le mesurage lui-même. Puis même, je dirais même plus, le mesurage devrait être fait par un organisme indépendant. Ça devrait être ça. Si tu veux la juste mesure, c'est la seule façon de faire.
L'an dernier, le bois coupé sur les terres publiques a rapporté la majeure partie des revenus du ministère, qui étaient de 337 millions, tandis que ses dépenses s'élevaient à 873 millions. Il est donc dans le rouge pour plus d'1 demi-milliard et ça révolte entre autres Richard Desjardins. Ce qu'on leur paye aux entreprises forestières, c'est énorme, là. Les chemins, puis ensuite, c'est nous autres qui réparent la forêt une fois que les autres sont partis avec le bois. Si le débat sur la forêt québécoise oppose économie et environnement, la volonté de régionaliser les décisions unit les deux camps. Tant qu'on ne décentralisera pas le pouvoir décisionnel du ministère des Forêts en région, bien, ça va être difficile comme ça. C'est parce qu'au niveau du gouvernement, c'est le mur à mur qui existe. Et le cri que vous entendez d'un peu tout le monde, ramenez ce mur à mur-là dans les régions. Pour certains, il faut carrément créer des organismes régionaux où ni l'industrie ni le ministère ne seront maîtres d'œuvre. Là, on n'a pas cet espace-là là, de trouver des solutions de compromis au niveau local et au niveau régional. Ça devrait être une commission ou un groupe indépendant composé au minimum de biologistes et d'ingénieurs forestiers avec le mandat de décrire exactement qu'est-ce qu'on peut justement exploiter d'une forêt. C'est quoi le niveau d'exploitation et adapté à chaque territoire. Nous avons fait une demande d'entrevue au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour. Son cabinet nous a plutôt référé à ses fonctionnaires et à ses sous-ministres associés, une offre que nous avons déclinée parce qu'ils n'ont pas la responsabilité politique du dossier. Lydia Petitcoué, qui représente la réconciliation des différentes visions de la forêt, avoue avec un trémolo dans la voix qu'elle aspire un jour à devenir chef de sa communauté pour aider à changer les choses. Mon plus grand rêve, c'est vraiment qu'on se développe de façon respectueuse, c'est sûr. Et j'aimerais ça que je vois ça à mon vivant. J'espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, exceptionnellement, je cède l'antenne à ma collègue Céline Galipeau qui vous a préparé une émission spéciale pour souligner le premier anniversaire de la pandémie. Donc, je vous dis à dans 2 semaines pour une autre enquête.